Bonjour Éric Dupond-Moretti. Merci. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci de nous recevoir dans votre nouveau bureau, de nous accorder votre première longue interview. Voilà 3 semaines que vous avez donc été nommé ministre de la Justice. Si on regarde ce qui s'est passé depuis votre nomination, la première réaction c'était une déflagration dans tout le pays, c'était waouh. Mais si on est tout à fait honnête, on est un peu passé du waouh au bof, bon. C'est ça finalement, Éric Dupond-Moretti, ministre. Il est passé où le Éric Dupond-Moretti, grande gueule, très libre, qui osait parler de tout, il est où? Ben, il est en face de vous. Et le Dupond-Moretti avocat que vous connaissiez, que vous avez invité, qui s'est exprimé à de multiples reprises devant vous, évidemment aujourd'hui il ne peut plus s'exprimer de la même façon. Et je pense que tout le monde peut le comprendre, même ceux qui font bof. Mais en réalité, il a perdu un peu de liberté, mais il en a gagné une autre, qui est celle de changer un peu le cours des choses. On va voir si vous pouvez vraiment les changer et on va voir si ça correspond et si vous pourrez avoir les moyens de vos ambitions, parce que j'imagine qu'elles sont grandes. Mais simplement, vous, même sur la forme, vous disiez on perd quand même une petite forme de liberté. Quand vous étiez avocat, on ne voyait que vous, là où vous étiez. Et là, on a l'impression, dans tous vos déplacements, ou même à l'Assemblée nationale, que vous auriez presque envie de vous cacher dans un petit trou, quoi. On a même l'impression, quand vous portez le masque, que sur vous, c'est une muselière, que ça vous empêche de parler. C'est pas un peu excessif, ce que vous dites? Ben, je ne crois pas. Depuis 3 semaines, en tout cas, c'est à la hauteur, peut-être, des espérances que votre nomination a suscité. Non, mais attendez. Ou de l'effet qu'elle a voulu susciter, cette nomination. D'accord, mais vous allez bien comprendre d'abord qu'on ne peut plus s'exprimer quand on est un avocat libre, au sortir d'une audience, comme on s'exprime quand on est ministre de la Justice. Bon. Vous devez aussi comprendre qu'il y a une solidarité gouvernementale. Je voudrais vous donner un petit exemple de ça. J'ai dit, dans ma liberté d'avocat, que j'étais pour que l'on rapatrie les Français djihadistes susceptibles d'être condamnés à mort en Irak ou ailleurs. Et les juger en France. Et les juger en France. Nous allons fêter l'année prochaine le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort dans notre pays. Et puis, on m'a expliqué que des équilibres diplomatiques avaient été mis en place, qu'ils étaient subtils. Est-ce que vous pensez que le Dupond-Moretti peut arriver avec une hache, tout casser, dire c'est moi que voilà, et on vire tout ce qui est mis en place? Non, pas du tout. Ça s'appelle la solidarité gouvernementale. Mais sur le fond, je vous dis tout de suite que je n'ai pas bougé d'un iota, et je pense, si vous me le permettez, vous le démontrer. Alors on va justement voir si vous pouvez le démontrer. D'abord, qu'est-ce qui vous a convaincu de devenir ministre? Vous dites que vous n'avez pas hésité, vous avez sûrement réfléchi, ou vous aviez peut-être pensé avant. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tout de suite convaincu? D'abord, il y a des gens qui rêvent d'être ministre, c'est le fil conducteur de leur vie. Ça n'est pas mon cas. J'ai rencontré le président de la République, j'ai trouvé cet homme courageux. Il me l'a demandé à moi parce que je suis Éric Dupond-Moretti, pardon, parlez-moi de moi à la 3e personne, et j'ai accepté parce que c'est lui qui me le demandait. Je trouve que cet homme-là est un homme courageux. Ça m'a plu. Je suis un affectif. Alors j'ai dit oui, j'ai réfléchi ensuite. J'ai mesuré l'ampleur de la tâche et j'y suis allé, oui, avec une espèce de démarche qui consistait à me dire mais cette tâche, elle est vertigineuse. Alors, j'ai appris d'abord mon administration et je n'ai pas terminé ce travail. Son langage technocratique, je leur apprends aussi à parler le Dupond-Moretti. Tout ça, ça prend du temps. Parce que vous aviez dit de la justice qu'elle était aussi une administration. Oui, sous-entendu, c'était pas la partie, franchement, que vous appréciez le plus. Oui, c'est pas une formule qui est de moi, c'est une formule d'un grand syndicaliste qui a dit que la justice était une erreur millénaire qui voulait que l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu, ce qui signifie par voie de conséquence que l'institution judiciaire a les qualités d'une administration, elle en a aussi les défauts. Mais tout ça pour vous dire que, évidemment, quand on avance à petits pas, on n'arrive pas là comme un cador, et tout le monde en aurait voulu d'ailleurs. Donc il faut regarder. Moi je n'ai pas honte de dire que j'apprends mon métier. J'en apprends les codes, ce ne sont pas les miens. J'ai 59 ans, j'ai été 36 ans avocat. C'est pas du tout la même chose. Quand on est avocat, on a un objectif, c'est faire triompher la vérité de celui qu'on défend. Qu'il soit accusé. Quel est l'objectif? Je vais vous le dire. Qu'il soit accusé ou victime. Ici, c'est un objectif qui est bien plus équilibré, qui est bien moins manichéen. Il faut assurer évidemment la liberté, mais aussi la répression,
pas n'importe quelle répression. Il faut avoir un regard de compassion, bien sûr, sur les victimes. Voilà, c'est tout ça, les équilibres. Et c'est infiniment plus complexe. Et puis, moi, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Vous savez, je n'ai jamais aimé, quand j'étais citoyen, ces politiques qui se présentent comme s'ils savaient tout. Moi, j'ai des défauts, quelques qualités. J'apprends, je n'ai pas honte de le dire. Il y a des matières qui n'étaient pas les miennes, dans le registre de la compétence, dans la connaissance administrative. Enfin, tout ça, ça s'apprend. C'est un métier, ça n'était pas le mien. Alors, avant de faire bof ou bœuf, qu'on me laisse un peu le temps d'apprendre tout ça. Vous voyez, je ne demande pas l'adhésion, moi. Le waouh, c'est peut-être trop. Je demande un peu d'attentisme, qu'on me laisse faire les choses. J'ai quelques projets, ils sont en place, ils sortiront pour certains d'entre eux en septembre, et puis nous verrons ce que nous verrons. Moi, je veux être jugé sur ce que je vais faire. Vous avez dit deux mots. Vous avez dit quand j'étais citoyen. Est-ce que ça veut dire que vous ne l'êtes plus? Non, simple citoyen. Vous avez compris. Pas à la place qui est la mienne. Ce sera peut-être. C'est marrant comme parfois on s'arrête sur des mots. Il y a ce petit jeu sémantique. C'est un mot fort. Oui, mais enfin, là encore, voyez-vous, un politique, comme un journaliste d'ailleurs, peut se tromper de mots. J'ai dit citoyen, ça ne signifie pas que je ne sois plus citoyen aujourd'hui. Je le suis pleinement. Vous avez dit je n'ai pas toutes les compétences, parce qu'effectivement, vous étiez avocat pénaliste, particulièrement en pointe évidemment là-dessus. Est-ce que malgré tout, vous vous sentez compétent aujourd'hui, ou est-ce que vous vous dites je le serai vite? Comment Est-ce qu'on a ce genre On parle souvent du procès en illégitimité. Est-ce que vous avez ces doutes? Madame, peut-on être un peu plus nuancé? Que je reconnaisse un certain nombre de mes connaissances, dont acte. Et si je vous disais le contraire, vous me direz mais il se prend pour un autre. Qu'en revanche, je ne reconnaisse que de l'incompétence, c'est autre chose. J'ai une connaissance de la justice que personne ne peut me contester. J'ai été 36 ans avocat. J'en connais les couloirs, j'en connais les codes, j'en connais les odeurs, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. C'est ce qui me porte ici. Vous savez, un de mes amis m'a dit, c'est une expression un peu familière, je ne sais pas si elle est dans la bouche d'un ministre acceptable, il m'a dit, mais tu as passé ton temps à dire des choses, on te donne les clés de la bagnole et tu ne monterais pas dedans? Ben, c'est pour ça que je suis monté dedans. Alors justement, vous disiez, je sais ce qui marche et je sais ce qui ne marche pas. Il y a une des choses, par exemple, qui vous tient à cœur, c'est la réforme du statut du parquet. Vous avez commencé en annonçant d'ailleurs qu'il y aurait sans doute un congrès constitutionnel pour le réformer. Depuis, vous y avez renoncé. J'imagine qu'il y a d'autres projets que, pour le coup, vous pourrez mener à bien. Je ne veux pas du tout vous faire ce procès, et surtout pas à vous. Mais en effet, on peut se dire, voilà, en tout cas, quelque chose qui vous tenait à cœur, et vous avez très vite, déjà, dû y renoncer. Je n'ai pas dû y renoncer. Je ne peux pas le faire. J'ai dit aux syndicats que j'ai reçus, vous voyez, moi j'aurais souhaité séparer le siège du parquet, et j'aurais souhaité que l'on touche à l'école nationale de la magistrature pour en faire une école de justice, formation commune, avocat, magistrat, pour éviter les corporatismes que j'ai tellement mesurés pendant 36 ans. Seulement, le calendrier ne le permet pas. Si vous ne pouvez pas le faire, alors que vous êtes un homme de conviction, mais quel ministre pourra le faire? Madame de Malherbe, il ne vous a pas échappé que nous vivons dans une démocratie, qu'il y a un calendrier parlementaire, que de la même façon qu'on ne peut pas arriver ici avec ses ambitions et les mettre immédiatement à exécution, il y a des délais, il y a des temps, il y a des règles. Donc, j'ai dit d'emblée que ça, je ne pourrais pas le faire. En revanche, soyez-en convaincus, il y a un tas de choses que je vais faire, et nous nous reverrons ultérieurement, mais dès septembre, elles vont être mises en application. Mais dès septembre, je serai là pour vous interroger si vous le souhaitez. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, là encore, dans vos phrases un peu choc, vous avez dit en tant que citoyen, je n'aime pas la transparence. Vous avez parlé de la Haute Autorité comme d'une espèce de truc populiste. Comme tous les ministres, vous allez devoir vous y soumettre. On va tout connaître, tout va être scruté, vos dépenses, vos revenus, vos biens. Je vous vois qui regardez le bout de vos chaussures en vous disant, est-ce que d'abord c'est une souffrance, ça? Je vais vous dire quelque chose de l'ordre de l'intime. Mes enfants ne savent pas ce que j'ai gagné. Pour une raison simple, c'est que j'avais envie de leur donner le goût de l'effort et le goût du travail. Je voulais pas qu'ils se disent, mais on est des fils de bourgeois et ça va. Et voilà que tout cela va être dévoilé à la France entière, et une partie de ceux qui vont aller là vont y aller avec gourmandise. J'estime que c'est du ressort de ma vie privée. Je travaille depuis, madame, que j'ai 14 ans et demi. Voyez-vous? Et il faut tout dire. Et pourquoi n'envisagerait-on pas de publier le salaire de journalistes du service public?
pourquoi pas de ceux qui ont des responsabilités à la haute autorité. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose de populiste. Alors j'ai dit très clairement que j'avais encore une liberté de penser, vous voyez, je vous le démontre, et en même temps je me soumettrai aux obligations qui sont les miennes. Vous redoutez Je n'aime pas la transparence, je n'aime pas la transperçance, je pense que l'on vit dans une époque où l'on exige tout. Et où le secret, et en particulier le secret professionnel, devient suspect. Je n'aime pas l'ère de la suspicion. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Mais vous n'avez pas le choix, là. Vous allez vous pas retrouver scruté. Je vais m'y soumettre, évidemment. Est-ce que vous redoutez que ça fasse polémique ? Mais j'en sais rien, puis je m'en moque. Écoutez... Vous en moquez, mais on sent quand même que... Mais non, mais vous me posez une question sur une position que j'ai eue, et j'ai l'occasion de vous dire que je n'ai rien nié de cela. Est-ce qu'il est utile de savoir qu'une telle a un canoë-kayak de couleur verte, un camping-car, ce qui compte pour les gens, c'est les réformes qu'ils vont faire. C'est pas ce qu'ils ont pu gagner ou pas gagner, etc. Maintenant, ça suscite une forme de curiosité, j'entends bien. Je vais me soumettre à cela. C'est pas l'essentiel pour moi, hein, franchement. Mais vous me posez la question, je vous réponds. Qu'est-ce que, véritablement, vous nous dites qu'en septembre, vous pourrez dévoiler les premiers contours de ce que vous aurez le temps de mettre en œuvre, parce qu'on le sait, effectivement, il reste 600 jours. Oui. Vous l'avez dit, 600 jours, c'est à la fois trop peu pour un certain nombre de choses, mais c'est beaucoup quand même pour mettre en place des choses. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Qu'est-ce que vous vous dites, vraiment là-dessus, je veux pouvoir changer les choses? Je veux être le ministre des gens et le garde du droit. Voilà. Alors, les mesures qui vont venir, elles concernent à la fois les victimes. Je vous donne un exemple. On va intensifier le BAR, parce que vous savez, il y a des acronymes partout dans l'administration ici. Hein. Ça, c'est un le BAR, c'est le... pas. Ah non, pas du tout. Le bracelet, j'apprends. Le bracelet anti-rapprochement. Bon. C'est ce qui interdit à un homme violent d'aller battre à nouveau sa conjointe ou sa compagne. Bon. On va mettre en place, on va étendre ce téléphone qui permet à la victime d'alerter immédiatement les services de police. J'ai d'ores et déjà demandé au procureur de recevoir les hommes qui sont suspectés d'être des hommes violents dans le cadre de violences conjugales. Je vais... Mais tout ça, on en parle depuis, non, mais des mois, voire même des années. Non, mais on en parle dont acte, mais ça va se mettre en place. Les fameux téléphones dont vous parlez, ils sont encore la plupart sous clé. Ils sont sous clé. Et les bracelets, c'est très rare que finalement ils soient posés. Dites-moi, vous n'allez pas m'en vouloir de les sortir du coffre ou du tiroir dans lequel ils Oui, mais il y en a dorment. d'autres avant vous qui ont dit qu'ils allaient les sortir. Oui, mais moi je vais les sortir. Et vous le verrez. Du coffre, du tiroir. Ne me faites pas par anticipation. C'est pas beau les procès a priori. Non, mais a posteriori, vous direz que je vous ai dit ça et je suis sûr que vous me rappellerez mes propos en me disant que. Bon, en tout cas, vous engagez à véritablement que ça entre en œuvre. C'est ce que je vous dis. Dans le domaine de la détention aussi, parce qu'il faut être équilibré. Le garde des Sceaux, il est sur un fil de crête. La première des libertés, l'une des premières libertés, c'est aussi la sécurité. Ça ne me sort pas de l'esprit, voyez-moi. Je ne veux pas être un ultra répressif. Je pense que les populistes, vous le savez, ont besoin d'ennemis. Puis quand ils en ont pas, ils s'en créent. Je voudrais qu'on parle autrement de la prison dans notre pays. Je voudrais que nous ne soyons plus l'un des pays les plus condamnés. Et pour les conditions de détention, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est pas d'incarcérer plus, c'est d'incarcérer mieux. Mais en même temps, pour être crédible dans mon action, il faut aussi que je m'occupe, bien sûr, des victimes. Tout ça, c'est un ensemble de choses. Le spectre, il est beaucoup plus large qu'il ne l'était autrefois quand j'étais avocat. Vous êtes à l'aise avec le terme d'ensauvagement? Est-ce qu'il y a un ensauvagement aujourd'hui? Je suis pas à l'aise avec ce terme, je l'aurais pas choisi. Mais pour autant, je ne suis pas Monsieur Darmanin, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Et au-delà du mot, il y a un véritable constat qui est la perte des repères. Moi, quand j'étais gamin, il y a longtemps, Madame de Malherbe, on se levait quand l'instituteur rentrait en classe. On laissait sa place aux dames, voyez. On n'insultait pas le policier, le chauffeur de bus ou le juge. Il y a une perte des repères, une perte des valeurs. La sécurité, c'est aussi une liberté dont le garde des Sceaux a la charge. Et pardon de vous dire que moi, je n'ai jamais éprouvé le sentiment d'insécurité, parce que j'ai vécu dans des conditions matérielles telles que je n'ai pas senti ça. C'est malheureusement la compagne, l'insécurité des gens les plus modestes. Donc bien sûr que ça préoccupe le ministre de la Justice. Alors il faut réprimer. Mais réprimer, c'est pas n'importe quoi. C'est réprimer avec
humanité et envisager pour ceux qui sont détenus, qui ont été condamnés, une possible réinsertion. C'est tout ça, les équilibres. On ne peut plus, je ne veux plus qu'on parle de la prison de façon manichéenne. Est-ce que ça veut dire aussi que, finalement, quand on vous écoute, c'est aussi un triangle presque entre l'éducation, la sécurité et la justice? Spontanément, c'est ça qu'on entend aussi derrière ce que vous dites, non? Bien sûr. Vous pourrez agir aussi là-dessus? Vous agirez en tout cas tous les trois, main dans la main? J'ai vu le ministre de l'Éducation nationale et je lui ai proposé, c'est une conversation, on va se revoir bien sûr et nos services vont travailler ensemble, un petit cours d'instruction civique. J'ai tellement été conduit à constater que les Français ne connaissaient pas l'institution judiciaire, ne savent pas ce qu'est un avocat, un juge d'instruction, un procureur, une cour d'appel, que voilà, j'aimerais ça. Il faudrait même presque que ce soit enseigné aux enfants, que ce soit en tout cas que ça fasse l'objet de... C'est ce que j'ai proposé à M. Blanquer. Comment on passe d'avoir défendu Jérôme Cahuzac à ministre de la Justice? Je pense même... vous disiez tout à l'heure, j'ai une connaissance charnelle de la justice, enfin, les lieux, les odeurs. Vous êtes maintenant ministre, là où il a été ministre et où il a menti, à l'Élysée, dans le Conseil des ministres, à l'Assemblée, où vous faites vos premiers pas. Est-ce que vous y pensez, parfois? Est-ce que vous vous dites, il a menti dans ces fonctions-là, et moi, je l'ai défendu? Non, mais attendez, j'ai défendu un homme qui avait des difficultés judiciaires, d'accord? Il était poursuivi. J'ai fait mon métier d'avocat. Je suis aujourd'hui ministre de la Justice. Et il n'y a rien d'autre à dire. Vous y pensez jamais? Ça vous traverse pas l'esprit? Attendez, non. Bah non. J'ai fait ce métier m'a passionné. Il m'a appris à connaître la justice, je l'ai dit de façon charnelle. Et puis j'ai défendu de tout dans mon métier d'avocat. J'ai défendu des coupables, j'ai défendu des innocents, j'ai défendu des victimes, j'ai défendu des gens très fortunés, j'ai défendu des pauvres gens. J'ai défendu de tout. J'ai fait mon métier d'avocat. Vous voyez, ça illustre le besoin impérieux d'un petit cours d'instruction civique pour apprendre, même à une grande journaliste, ce que c'est que le métier d'avocat. Et puis maintenant, je suis ministre de la Justice. Vous estimez être incompris là-dessus? C'est-à-dire que quand je vous pose cette question-là, vous vous dites pas, bah oui, c'est une question qui peut se poser. Non, je me dis, c'est dommage que vous me la posiez, parce que si vous saviez ce qu'est un avocat, est-ce que l'on peut concevoir une justice sans avocat et sans défense? Qu'est-ce qui distingue? Je ne remets pas en cause le fait que Jérôme Cahuzac est une défense, bien entendu. Mais je me dis, voilà, vous-même, vous parlez aussi de ce que vous avez traversé en tant qu'avocat, mais même des relations humaines que vous avez pu nouer, des lieux que vous avez pu voir. Forcément, quand même, ça fait partie des choses que vous avez vécues. Et aujourd'hui, vous êtes ministre. Et alors? Il faut bien venir de quelque part. On est le fruit de son histoire. On débarque, on ne naît pas ministre, on le devient. Je me suis nourri de cette... expérience dans tous les sens du terme d'ailleurs. Elle est finie cette expérience d'ailleurs? Je suis plus avocat. Mais vous pourrez y retourner. Vous n'avez pas fait un trait sur... Non, je ne dis rien sur l'avenir, oui, parce que à l'époque où je ne pouvais pas imaginer occuper un jour ce bureau, j'ai dit, je suis allé vite, hein, j'ai dit que je n'accepterais pas si la proposition m'en était faite, mais j'étais loin d'imaginer qu'on pourrait me la faire. Bon. Et alors on me l'a reproché, la première chose qu'on m'a reproché à l'Assemblée nationale. Et dans le brouhaha, dans les hésitations, les balbutiements, je n'ai pas répondu à celui qui me posait la question qu'au fond, seuls les imbéciles ne changeaient jamais d'avis. Et que j'espérais pour lui qu'il n'avait pas de constance. Bon voilà, c'est des fausses histoires pour moi. Voyez-vous, j'ai défendu des hommes, je me suis honoré en le faisant, je fais aujourd'hui un autre métier, mais de mon premier métier, j'ai appris, je le redis, le fonctionnement judiciaire, comme peu de monde au fond. Éric Dupond-Moretti, en juin, vous aviez porté plainte contre X, mais on devinait que derrière, c'était sans doute l'État, ou en tout cas le parquet, dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Vous-même, ayant été mis sur écoute, vous soupçonniez être victime d'une enquête secrète ouverte par le parquet national financier. À ce propos, vous aviez dit « Il y en a ras-le-bol de ces méthodes, de ces juges qui s'affranchissent de toutes les règles au nom de la morale publique. On a basculé dans la République des juges maintenant. » Est-ce qu'on a basculé dans la République des juges ? Je ne vais pas vous répondre, parce que je ne peux pas vous répondre. Non, pardon, parce que je ne peux plus vous répondre. D'abord, je me suis désisté de cette plainte. Vous avez retiré votre plainte, hein. Je ne pouvais pas faire autrement. Bien. Ensuite, tout cela a été confié à une inspection des services, qui est en cours. Qui va vous rendre son rapport. J'ai dit que ce rapport, je le publierai, quelles que soient les conclusions.
Voilà, je ne peux pas en dire plus. Le garde des Sceaux, c'est une règle absolue, et moi je m'y tiendrai, ne peut pas faire de commentaires sur une affaire qui est en cours. Vous ne diriez donc plus qu'on a basculé dans une république? Je pense ce que je pense, ça je peux vous le dire, mais je ne peux pas l'exprimer. Et ça je dois vous le dire. Est-ce que vous pourrez faire changer ce qui est devenu peut-être une république des juges? Non, mais j'ai dit dans d'autres fonctions qu'il y avait des magistrats. C'est-à-dire les équilibres, c'est-à-dire la liberté. J'ai dit, Madame de Malherbe, qu'il y avait un certain nombre de juges qui s'étaient autoproclamés gardiens du temple de la morale publique. Je n'aime pas les décisions rendues au pied du mur de l'exemple. Je n'aime pas que la morale récurrente de certains vienne, au fond, gréver des décisions de justice dont ça n'est pas le but. Je n'aime pas certains attendus. Vous savez, les attendus, les juges procèdent par voie d'attendu. Et d'ailleurs, je voudrais simplifier la langue judiciaire. Je vous dis ça entre parenthèses pour qu'elle soit plus accessible aux justiciables. Donc il n'y aura plus les attendus que... Je voudrais la simplifier. J'ai donné un certain nombre de directives à mes services pour qu'il en soit ainsi. Pardon, je fais une parenthèse, mais c'est ça aussi une justice de proximité, c'est qu'elle soit audible par tous? Ben oui. C'est que les sondages disent que les Français n'ont pas confiance dans leur justice. Bah vous non plus. Vous avez déjà dit on n'a pas tellement intérêt à avoir affaire à la justice en France. C'est pour ça que je veux renouer ce lien, vous voyez. C'est pour ça que je suis ici. Donc vous allez renouer ce lien. Je vais essayer dans tous les cas. Mais il y a aussi, vous le savez, des freins, des pesanteurs, des lourdeurs. On ne réforme pas l'institution judiciaire comme ça. Il faut aussi faire montre de concertation. Il faut discuter avec les uns et les autres. Quand vous voyez qu'un syndicat a dit que c'était une déclaration de guerre, ma nomination, non. Le principal syndicat des magistrats. Non, c'est pas une déclaration de guerre, c'est l'application de la Constitution. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de dire à la présidente de ce syndicat qu'il m'était arrivé dans mon parcours d'avocat de plaider devant des magistrats que je n'avais pas choisis. Et donc, qu'on n'ait pas choisi le garde des Sceaux, pardonnez-moi, qui lui convenait, eh ben, il fallait qu'elle l'accepte et pointe à la ligne. C'est une décision constitutionnelle. Voilà. Et moi, je ferai, avec mes interlocuteurs, montre de dialogue, et je l'ai fait, de concertation, et à un moment, c'est moi qui prendrai les décisions. Vous avez dit... de ci, de là, vous avez commencé à dessiner ce qui peut véritablement faire des changements, ne serait-ce que cette question de vocabulaire, de rapport du coup à la justice. Oui. Est-ce qu'il y a déjà quelques lignes ou quelques perspectives que vous pouvez dresser avec nous? Ah, il y a plus que des lignes et des perspectives, oui. Oui. Il y a un certain nombre de mesures dans le domaine réglementaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de saisir le Parlement, qui vont être prises dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Lesquelles? Attendez, chaque chose en son temps. Ça ira dans ce sens-là, c'est-à-dire dans Bien sûr, justice de proximité. Écoutez, le président de la République a réaffirmé avec force l'intérêt qu'il portait à la justice. Le Premier ministre également. Vous vous souvenez, quand on est descendu à Nice avec le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre a fait un discours extraordinairement équilibré. Il a, si vous me permettez cette caricature, repeint un commissariat de police, mais également une prison. On parle beaucoup de justice. Le budget, j'en connais déjà les grandes lignes. Il est exceptionnel par rapport au budget d'avant en matière de justice. Ça fait partie aussi des choses... Ça, c'est une garantie. Ah oui, ça, c'est une certitude. Et vous savez, il y a deux choses dans le dysfonctionnement judiciaire au quotidien. Il y a le manque de moyens, que j'ai aussi touché du doigt quand j'étais avocat, et puis il y a les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, on va essayer comment doit-on dire quand on est ministre? Virer? Non, c'est pas le mot juste. Éliminer quelques-unes, et puis on va garder les bonnes. Et puis on va faire remonter les bonnes habitudes aussi. Et moi je dis que nous aurons dans quelques mois une justice plus proche, plus humaine, du justiciable, de l'usager de justice, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Quand je vous ai demandé tout à l'heure quelles étaient les premières mesures que vous alliez mettre en œuvre, vous m'avez tout de suite parlé du bracelet d'éloignement du conjoint, du téléphone. Vous avez donc parlé de ces mesures qui ont été prises sur les questions notamment de féminisme, en tout cas sur le combat des féministes. Est-ce que c'est à dessein que spontanément vous parlez de ça parce que vous savez que vous êtes attendu là-dessus? Je ne suis pas attendu là-dessus. Je suis attendu là-dessus par quelques féministes qui ont, je le dis, hystérisé un débat. C'est un procès que je refuse, mais totalement. Dans tout ce que j'ai dit, dans tout ce que j'ai écrit, j'ai rappelé à de très nombreuses reprises que j'étais farouchement pour une égalité des droits
droits salariaux notamment. J'ai dit que hashtag MeToo était un libérateur de la parole de la femme et qu'il fallait s'en féliciter. Mais j'ai dit pour autant que la toile ne pouvait pas être le réceptacle de ces plaintes, que les procès ne se faisaient ni sur les réseaux sociaux, ni sur les chaînes d'infos continues, ni dans la rue, c'est la justice et elle seule. Et quand j'ai dit ça, d'aucunes ont poussé des cris d'orfraie en disant mais il est contre les victimes. Non, mais pas du tout. Un peu de bon sens, vous voyez. Ce qui est insupportable, c'est les excès, parce que tout ce qui est excessif, au fond, n'est pas crédible. Et moi, je ne veux pas, je l'ai déjà dit, d'une société qui ressemble à celle des États-Unis, où on veut instaurer, par exemple, je l'ai entendu ça, et je l'ai entendu à l'audience, une distance physique de sécurité entre les hommes et les femmes. Les hommes tous des prédateurs, les femmes toutes des victimes, je m'inscris pas là-dedans. J'ai entendu récemment une responsable politique dire, Madame de Malherbe, qu'elle ne s'était pas mariée parce qu'elle ne voulait pas être violée. Mais on marche sur la tête. Alors c'est plus compliqué que ça, mais en effet, je pense que vous faites référence à la personne qui désormais est membre du conseil municipal, d'Anne Hidalgo. Je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est plus compliqué que ça, ce sont les mots que j'ai entendus, moi. Elle a dit, je retrouverai les mots exacts, je ne les ai évidemment pas sous les yeux, mais que le fait de ne pas s'être mariée lui évitait d'être violée. Mais enfin, pardon, toutes les femmes mariées ne sont pas violées, tous les maris ne sont pas violeurs, tous les hommes ne sont pas des prédateurs. Il en existe et quand on les trouve, il faut les sanctionner. Mais est-ce que vous comprenez que des phrases que vous avez pu prononcer, parce que là aussi vous-même vous choisissez des exemples qui sont considérés par la plupart d'entre nous aujourd'hui comme excessifs. Mais il y a des phrases que vous avez pu prononcer il y a quelque temps. Quand vous avez fait votre one-man show et écrit votre livre, vous avez répété sur les plateaux « Quand j'étais jeune, on dansait des slows. Il m'est arrivé de tenter d'embrasser la fille avec qui je dansais. À l'époque, on appelait ça se prendre un râteau. Aujourd'hui, on appelle ça un délit. » Est-ce que vous, ministre, aujourd'hui, vous rediriez cette phrase ? Ben sûrement pas. J'étais sur scène, mais ceci étant dit, beaucoup de gens se reconnaissent là, hein, dans ce que j'ai dit. Bien sûr. On a même fait, madame, c'est le comble du romantisme, une application téléphonique qui permet de recueillir le consentement de la femme que l'on désire avant de lui déclarer sa flamme. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société qui ressemble à ça, je vous le dis. Et les Français non plus, d'ailleurs. Mais pour ces femmes qui ont le sentiment... parfois qu'aujourd'hui la question au fond c'est celle du consentement, c'est celle du pouvoir, du rapport de pouvoir et du consentement, que vous, dans la place qui est aujourd'hui la vôtre, vous puissiez ne pas comprendre cela. Je pense notamment à ce qu'a dit Muriel Robin cette semaine sur BFM TV. Elle considère votre présence à Gérald Darmanin et à vous au gouvernement, je la cite, comme humiliante. Comment avoir confiance dans un pays où notre ministre de la Justice, maître Éric Dupond-Moretti, dit ne pas connaître les chiffres des violences et s'étonne du nombre de viols en France. Voilà ce qu'elle fait comme référence. Mais on sent bien qu'elle veut, de vous et de Gérald Darmanin, elle considère que vous ne menez pas le combat féministe. Bon, alors attendez, je vais vous répondre longuement. Parce que d'abord, je suis très surpris qu'elle ait pu dire ça, parce que quand elle me rencontrait en d'autres lieux, elle était très sympathique avec moi. Hein. Très sympathique avec moi. Bon, ça, c'est un autre problème. Ça ne regarde qu'elle. Que me reproche-t-elle? Elle me reproche de ne pas avoir compris une question devant la commission des lois. Quelle était la question? Elle était posée par un député. Il me disait 99%, et moi j'ai compris, des plaintes ne sont pas traitées. Voilà ce que j'ai entendu. Donc évidemment, ça m'a ému. J'ai dit, mais enfin, comment 99? Ce chiffre me paraît curieux. Et puis, au bénéfice d'une suspension de séance, et non pas d'audience, des députés m'ont dit, mais je pense, monsieur le ministre, que la question, vous ne l'avez pas bien comprise. Donc je me suis fait expliquer. Il était question, en réalité, de 99% des faits qui n'étaient pas portés à la connaissance de la justice. Et dès que la séance a repris, je me suis expliqué, les images sont là d'ailleurs, pour dire, mais pardon, je n'ai pas compris, c'est un quiproquo, je n'ai pas entendu. Peut-être d'ailleurs que le député a mal posé sa question, peu importe. Et voilà pourquoi et voilà pourquoi j'ai eu cette hésitation. 99% des plaintes non traitées, pour un ministre de la Justice, c'est effrayant. 99% des faits non portés à la connaissance de la justice, c'est effrayant pour le ministre de la Justice, mais ça n'est pas du même ordre, vous comprenez? D'un côté, il y a un dysfonctionnement institutionnel certain, et de l'autre, il y a un dysfonctionnement, j'allais dire, sociétal. Pourquoi ces femmes n'osent pas? Parce qu'elles ont peur, parce que les associations, peut-être, en dépit de l'excellence du travail qu'elles produisent, ne leur permettent pas d'y aller, parce qu'elles sont parfois mal reçues
reçu par les services de police, par les services de gendarmerie, parce que la justice n'est pas à l'écoute. Ça n'est pas du même ordre. Voilà ce que j'ai dit. S'agissant des récriminations de Madame Muriel Robin contre Darmanin, je sais pas, je pense que même quand on est une grande artiste, on peut respecter la présomption d'innocence. Oui, mais par contre, quand vous parlez à l'instant de vous-même, de la parole des femmes qui parfois n'osent pas porter à la connaissance. Oui. Quand certaines femmes portent plainte, qu'il y a une enquête en cours et que l'homme auquel elles font reproche est nommé ministre de l'Intérieur, vous comprenez le doute? Madame, je vais vous dire quelque chose. On ne transige pas avec la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, elle vaut pour M. Gérald Darmanin, elle vaut pour vous, elle vaut pour moi, elle vaut pour Mme Muriel Robin. Moi, le dossier, je vous le dis, je ne le connais pas. Sauf que moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Attendez, madame. Et que s'il y a une enquête, non, mais madame, alors, ceux qui la mènent ne seront pas sous mon autorité. Vous savez, madame, Angelo Rinaldi, qui est un immense écrivain, on lui demandait pour quelle raison il mettait une chemise et une cravate avant d'écrire. Et il avait cette formule magique, il disait « parce que les petits abandons entraînent les grands ». Si vous ne permettez pas, madame... C'est un petit abandon? Non, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon propos, s'il vous plaît, parce que sinon on ne va pas s'entendre. Si vous permettez que la présomption d'innocence dans ce pays ne s'applique pas à un homme au motif qu'il est ministre, alors, madame, la présomption d'innocence tout entière est mise à mal. Je défends un principe, et je le défendrai parce que je suis ministre de la Justice. Et quand je parle des femmes qui n'osent pas, puisque vous évoquiez ce que j'ai dit sur scène au théâtre, je disais que notre devoir était aussi d'aider les plus timorées d'entre elles à dire les choses. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on vit une époque folle de manichéisme absolu, que la nuance n'est pas toujours au rendez-vous. Moi, je suis pour le combat féministe. Je ne suis pas pour le combat féministe mené par certains, par certaines, qui se comportent comme des ayatollahs. Et je pense que là-dessus, vous pouvez faire un petit micro-trottoir, les Français sont d'accord avec moi. Il n'y a d'ailleurs pas que ce sujet-là, il y a tous les autres sujets. Parce que, dans l'époque que nous vivons, au fond, ce qui compte, c'est que les uns soient contre les autres. Pas les uns avec les autres. Ce qui fait le ciment d'une société, madame, c'est ce qui nous réunit, pas ce qui nous oppose. C'est dans tous les domaines comme ça. Les antispécistes, les chasseurs, les fumeurs, les non-fumeurs, les mangeurs de viande, les véganes, tout ce que vous voulez. Et ça crée des choses absolument terrifiantes. Et tout cela relayé par les réseaux sociaux qui s'expriment en abondance et de façon anonyme. Ça me gêne. Mais il y a quand même une question, c'est l'indépendance du travail de ceux qui mèneront l'enquête. Pouvez-vous nous garantir que les juges qui mènent l'enquête le feront en toute liberté? Non, mais je vous prie de m'excuser, je vais vous dire quelque chose. Je crois que les politiques, alors ça c'est une réalité absolue qu'une journaliste comme vous, fine observatrice des situations, a constaté, les politiques ne sont pas bien lotis ou mieux lotis quand la justice se met en branle. Hein. Je n'interviendrai en rien, je vous la donne, c'est plus qu'une certitude, je vous en donne ma parole. Et d'ailleurs, il faut quand même qu'on dise les choses. Le garde des Sceaux, il ne peut pas intervenir. Et c'est faire gravement outrage à l'indépendance du magistrat que de croire que le garde des Sceaux peut décrocher son téléphone pour dire dites donc, monsieur le procureur, arrangez-moi ce coup-là et je vous muterai là où vous souhaitez être muté. Ça, je l'ai déjà dit devant un de vos confrères, c'est les films en noir et blanc des années 50, ça n'existe pas. Donc je vous donne, non seulement je m'y engage, je vous donne ma parole que rien ne sera fait. D'abord parce que je ne peux pas le faire, parce que je ne veux pas le faire, parce que c'est l'indépendance de la justice doit suivre son cours. Je veux seulement rappeler sur cette histoire de présomption d'innocence qu'il y a eu, à ma connaissance, c'est tout ce que je sais, mais je le sais en lisant la presse, il y a eu 2 classements sans suite, je crois, et un non-lieu qui a été prononcé. Voilà. Moi, je dis seulement, madame de Malherbe, qu'il n'y a pas la présomption d'innocence des ministres, des journalistes, des ouvriers spécialisés, des chômeurs, des barman. Il y a une présomption d'innocence, c'est un principe constitutionnel. C'est tout ce que j'en dis, n'en déplaise à madame Muriel Robin. Un dernier mot, Éric Dupond-Moretti, vous n'avez jamais eu de doute depuis 3 semaines? Vous n'avez pas regretté? Vous n'avez pas eu des moments où vous vous êtes dit, bon, ça va quand même être plus coriace que ce que je pensais? Mais des doutes, madame, j'en ai plein. Vous savez, vous connaissez la formule de Nietzsche, il a dit ce qui rend fou, c'est pas le doute, c'est la certitude. Comment voulez-vous que je n'ai pas de doute? Bien sûr que j'ai des doutes. L'ampleur de la tâche, elle est immense. Vous abordez ça avec humilité. Mais le doute, ça n'est pas un aveu de faiblesse.
c'est au contraire un aveu de lucidité. J'ai mesuré ces choses. Voilà, je suis prêt à relever ce défi. C'est compliqué, c'est difficile, faut travailler beaucoup. Je pars en vacances quelques jours, j'emmène un cartable avec mes devoirs de vacances. Je ne sais pas tout. Bien sûr que j'ai eu des doutes, mais j'ai aussi des certitudes. Rendez-vous en septembre donc. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.